Salut à toi et bienvenue dans cette septième vidéo, non sixième, bon, c'est quand même la septième vidéo, mais c'est la sixième étape. Comment atteindre une plume professionnelle? Comment atteindre une plume crédible aux yeux de l'éditeur, aux yeux du lecteur? Comment, même lorsqu'on commence tout juste à écrire, on peut déjà atteindre ce niveau? Eh bien, je vais te donner mes conseils, les conseils qui m'ont permis en tout cas, d'arriver plus vite à l'acquisition de ma plume professionnelle. Alors certes, c'est toujours perfectible, tout sera toujours perfectible, mais j'ai atteint une plume professionnelle à partir du moment où j'ai abattu une fausse croyance et ça m'a permis, d'aller creuser et d'aller trouver mon propre style qui fait qu'au bout de quelques semaines, après avoir eu cette réflexion, j'ai pu enfin avoir le Graal. Quelqu'un m'a dit: «Prisca, je pourrais reconnaître ta plume n'importe où, elle est émotionnelle, elle est tranchante, on la reconnaîtrait n'importe où». Et là, une fois que quelqu'un te dit ça, mais en tant qu'auteur, t'es juste yes. So, si tu ne me connais pas, je suis Prisca, je suis coach en écriture, je suis également auteur. Mon dada, mon job en fait, c'est d'accompagner les auteurs à abandonner leurs doutes pour pouvoir toucher leur plein potentiel, pour réaliser leurs rêves, pour éditer leur roman. Depuis tout à l'heure, quand je joue avec mes mains, la lumière se... C'est peut-être une impression, hein. C'est une impression. Bref, on s'en fout. Grosso modo, voilà, c'est ça mon job, c'est ça ma passion, c'est d'accompagner les auteurs grâce à mes masterclass, grâce à mes accompagnements en coaching groupé. Bref, voilà, c'est ce que je fais. Si tu ne me connais pas, si ce type de contenu peut t'intéresser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Je te rappelle juste que cette série de vidéos est accompagnée d'un e-book qui te détaille les 6 étapes de façon claire pour te permettre de travailler ton roman de A à Z. Et j'ai rajouté une 7e étape qui est l'étape de l'édition de ton roman. Comment accéder à l'édition? Je te donne mes conseils pour pouvoir faciliter l'édition de ton roman lorsque tu iras démarcher les maisons d'édition. Donc n'hésite pas à aller récupérer ton exemplaire en description. So, grosso modo, comment accéder à sa plume professionnelle? Comment faire? Moi, ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à écrire mon premier roman, c'est que lorsque je lisais d'autres histoires, je me mettais à copier la plume de l'auteur. Donc, si je pouvais lire 5 auteurs différents, j'aurais eu 5 façons d'écrire différentes. C'était atroce. À un bout d'un moment, je me suis dit, je vais arrêter de lire pendant que j'écris parce que c'est atroce. Et c'est Stephen King qui m'a apporté la réponse. Stephen King explique simplement qu'en fait, on n'apprend pas à vide. C'est impossible d'apprendre à vide. Quand on a voulu parler, on a appris par mimétisme. Grosso modo, on a regardé la façon dont les gens parlaient, articulaient, et ça nous a permis d'apprendre d'abord les sons, baba, bref, et ensuite on est passé à quelque chose de beaucoup plus cohérent. Notre cerveau évolue avec, certes, mais en attendant, c'est comme ça qu'on a appris à parler, à écrire, à marcher, etc. Par mimétisme, même à réfléchir, à penser, les croyances. Je crois que c'est Gillian qui me disait ça, le neurone miroir. Grosso modo, pour apprendre, on copie. Malheureusement, c'est comme ça que le cerveau sait faire. Et en fait, Stephen King dit tout simplement dans son livre Mémoire d'écriture qu'en fait c'est normal, c'est un phénomène normal qui s'appelle la cryptomnésie. En gros, la cryptomnésie, c'est la copie inconsciente. C'est quand on se met à copier inconsciemment quelque chose. Déjà, j'ai appris que ça existait pour tous les artistes, pas seulement les écrivains, mais aussi, je me suis rendu compte d'une chose très bête. Si j'étais une plagieuse, si j'étais une copieuse, ça ne m'aurait pas saoulée. J'aurais juste copié, j'aurais dit ouais, c'est de moi. Mais là, en fait, si ça me saoule, c'est parce que concrètement, je ne suis pas une copieuse. Déjà, pour commencer, premier point. Deuxième point, je me suis rendu compte avec le temps que je devais m'en foutre. Même si je me mets à copier sans m'en rendre compte, ou je m'en rends compte que je copie, bien sûr, même si je ne le fais pas exprès, je continue à écrire. Au bout d'un moment, ma plume ressort. Et là, je vais devoir assumer ma plume. C'est vrai, c'est pas évident, mais il faut l'assumer, sa plume. Surtout quand on débute. Et petit à petit, en fait, je continuais à écrire, même si c'était nul, même si j'étais pas fière de moi, je continuais à écrire. Et petit à petit, j'ai commencé à développer un véritable style, quelque chose d'assez saccadé, quelque chose d'assez émotionnel, quelque chose d'assez clair aussi. Je me suis vite débarrassée des mauvaises habitudes des auteurs, on pourra en parler d'ailleurs dans cette vidéo. Mais concrètement, plus j'écrivais, plus je trouvais ma plume. Mais surtout, je dédramatisais du fait que parfois, je copie la plume des autres.
une fois que j'ai compris que j'étais pas une copieuse, etc., et que c'était pas si grave de copier, ben, je laissais passer la plume, entre guillemets, j'écrivais énormément pour laisser passer la plume que j'étais en train de copier, et ensuite je revenais sur le texte pour le réécrire. Alors encore une fois, il faut assumer sa plume de débutant et surtout pas essayer de la travestir. Comme le fait de parler en hyperbole, d'utiliser énormément d'adjectifs positifs, mélioratifs, du champ lexical du merveilleux. Genre, il était merveilleux, magnifique, etc. C'est dommage de faire ça parce que ça infantilise votre plume. Donc, une fois que vous arrêtez avec les adjectifs du champ lexical du merveilleux, là, votre plume commence à se révéler d'autant plus. C'est pareil, je la travestissais en ayant un langage très soutenu, quelque chose de très grandiloquent, j'ai envie de dire, ouais, voilà quoi. On dirait que tous mes personnages étaient moyenâgeux alors qu'on était dans un contexte contemporain. En gros, moi, ce que j'essaie de dire là, c'est justifier la façon dont parlent vos personnages, justifier le langage que vous utilisez. Parce que si vous vous mettez à avoir un langage pompeux alors qu'il n'y a rien qui le justifie, le lecteur va juste se dire qu'en fait, vous faites ça pour paraître intelligent. Bien sûr, il y en a qui vous liront et beaucoup vous me laisseront de côté. Donc, qu'est-ce que je faisais d'autre pour travestir ma plume? J'utilisais beaucoup d'adverbes, dans le sens des adverbes en ment. Le truc avec les adverbes en ment, c'est que c'est facile à faire rimer. Donc, il suffit que je dise doucement, lentement, délicatement, etc. Et ça y est, ça donne quelque chose de poétique. Sauf qu'en fait, cette façon d'être poétique alourdit le texte. Les adverbes n'ont rien de descriptif, ce qui fait que ça laisse le lecteur à distance par rapport à l'émotion que vous voulez transmettre. Si vous voulez faire comprendre que quelque chose est lent, faites-le comprendre à travers les actions du personnage ou ses réactions. Ne dites pas lentement, doucement, délicatement, ça agace, c'est extrêmement agaçant de lire le même adverbe décliné sous des adjectifs, mais pas des adjectifs, décliné sous forme de... Ah ouais, je crois que j'ai perdu mes mots. Synonyme! Oh my god! Un même adverbe décliné sous un tas de synonymes, doucement, lentement, tendrement, délicatement, dans un même chapitre. Mais c'est atroce, quoi. C'est extrêmement infantilisant, c'est agaçant. Donc, par pitié, ne faites pas ça. La quatrième chose qui faisait que je travestissais ma plume, c'est que j'étais très poétique. Donc, j'allais utiliser la voix passive. Par exemple, plutôt que de dire j'attrape la bouteille, je disais la bouteille est attrapée par ma main et je la ramène auprès de moi. Ce genre de délire. Et au final, ça va être extrêmement descriptif, mais trop descriptif et surtout dans l'emphase un peu non, en fait, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment pas faire ça parce que ça travestit votre plume, ça ralentit le rythme et puis surtout, ça nous empêche de nous concentrer sur ce qui est important, ce que ressent, ce que voit, ce qu'agit le personnage. C'est ça qui est important. L'action, toujours l'action. On est déjà dans sa tête. Il est très facile pour nous de ressentir ce qu'il ressent, même lorsqu'il traverse la rue. Le simple fait qu'il sursaute au moment où il traverse la rue, ou que sais-je, ou qu'il se rende compte que le feu passe au vert pour les voitures, ça suffit à nous faire comprendre qu'en fait, c'est quelqu'un qui est stressé et qui vérifie beaucoup les signalisations. Bon, j'en sais rien, je dis ça comme ça au pif, mais il suffit d'insister sur certains éléments pour nous faire ressentir des choses dans la tête du personnage. Inutile d'ajouter des adverbes, des adjectifs, de passer en mode un narrateur un petit peu poétique. Ça ne sert à rien de faire ça, ça travestit la plume et ça ralentit le moment où vous allez atteindre votre plume professionnelle. Parce qu'il ne faut pas croire, les maisons d'édition sont tout à fait au fait de nos travers. Ils sont même eux-mêmes auteurs et souvent sont passés par là. Ils reconnaissent une plume professionnelle à la clarté des propos, à la clarté de l'action, à la clarté des descriptions. Ça veut dire simplicité et non pas emphase. Ils n'ont pas besoin d'emphase. S'ils veulent de l'emphase, ben, vous allez peut-être faire des poèmes, des recueils de poésie, des textes lyriques. Certes, oui, là, vous êtes dans votre domaine. Vous n'avez rien à faire sur ma chaîne YouTube. Maintenant, si vous voulez écrire du roman de fiction avec des personnages profonds, des personnages complexes, qui entraîneront les lecteurs dans des périspéties pas possibles, qui vont les faire pleurer, chialer et être dégoûtés, ouais, il faut soigner votre plume au point où on en oublie en fait qu'elle existe. C'est ça votre objectif, qu'on oublie en fait que c'est un texte, qu'on oublie que c'est une fiction, qu'on oublie qu'il y a un auteur derrière qui tire les ficelles. On veut oublier tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est vivre à travers le personnage. Et ça, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est la clarté. Donc, oubliez toute la poésie que vous voulez mettre dans votre texte. Certes, il arrive
il arrive qu'on puisse utiliser la poésie dans les moments les plus émotionnels, oui, c'est approprié. Mais si vous voulez écrire tout un texte de cette façon, ça ne sera pas possible. Si vous passez tout un chapitre à expliquer que le soleil brille et qu'il reflète sa lumière sur les feuilles, ce n'est pas le genre qu'il vous faut. Clairement, ce n'est pas le genre qu'il vous faut. Je vous raconte même pas le nombre de fois où je reprends les auteurs pour leur expliquer ça et ils le prennent hyper mal parce qu'ils me disent: «Mais moi, à quel moment est-ce que le lecteur va voir ma plume, va voir mon talent?» Il le voit dans le fait que tu n'existes plus. C'est extrêmement difficile à entendre et pourtant c'est vrai. J'aime l'auteur lorsque je me rends compte qu'il existe par petites touches, subtilement, comme ça, comme un éclat. C'est comme une nuit noire et tout d'un coup, il y a la lumière d'une toute petite étoile. Cette étoile, on ne voit plus qu'elle, en fait. C'est exactement la même chose. Là, on ne voit pas qui est l'auteur. On oublie, on est immergé dans l'histoire. On a l'impression que c'est réel, que c'est en train de nous arriver même. On est amoureux des mêmes personnages, on déteste les mêmes personnages que lui. On a envie d'être immergé à ce point-là. Et si la plume est tout le temps là en train de nous rappeler, mais en fait, je suis un super auteur, tu sais pas, moi je suis super poétique, en fait, on n'est pas du tout dans l'histoire à ce moment-là. On est dans une sorte de double lecture, on se dit, en fait, on aime bien le personnage, mais le lecteur, en fait, l'auteur, en fait, là, il est trop présent. C'est comme si on regarde un film et que tout d'un coup, il y a le réalisateur qui débarque et qui passe côté caméra et qui dit à l'acteur: «Ouais, mais là, en fait, tu as mal joué, il faudrait que tu me refasses ça et tout», et ensuite, il vient, il prend la caméra et il t'explique: «Là, en fait, j'ai décidé avec le décorateur de faire telle chose pour pouvoir, immerger dans le contexte, donner la sensation qu'on est dans les années 70 et que sais-je d'autre». C'est comme si, en fait, vous étiez en train de faire ça et dans le cinéma, ça ne se voit pas. Alors pourquoi est-ce que dans un livre, ça se verrait? Restez simple, restez clair. C'est comme ça que vous atteindrez votre plume professionnelle et c'est comme ça que la maison d'édition vous reconnaîtra comme tel. So, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai rien d'autre à dire, moi. N'hésitez pas à la liker, à la partager si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner également. C'est tout, n'oubliez pas d'aller récupérer l'e-book qui vous permet de détailler les 6 étapes plus une qui vous parle du monde de l'édition, de comment accéder au monde de l'édition facilement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!